Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Flo, Merci. bienvenue Salut dans le Ken. podcast. Merci. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Ça va bien, je te remercie. On retrouve Flora pour un hors-série. Si vous voulez en apprendre plus sur Flora, il faut aller dans les premiers épisodes du podcast. On avait fait un épisode consacré à elle. Et aujourd'hui, Flo revient. C'est le comeback. Pour ce hors-série, alors pour les nouveaux et les nouvelles sur la chaîne, je réexplique le principe du hors-série. Je réinvite quelqu'un et on discute d'une thématique plus précise qui la concerne directement. Et d'ailleurs, si vous débarquez sur le podcast, bah, bienvenue. Je vous souhaite la Bienvenue. 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 On est content de vous avoir. Et puis si c'est pas le cas, bah, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, avec Flora, on va parler de la place de la femme dans l'entrepreneuriat de notre industrie qu'on aime cœur avec des dumbbells, qui est celle du fitness. Flo, euh, merci d'avoir pris ce temps pour venir parler de ça avec ma communauté, avec notre communauté de Fundamentals. Euh, et surtout, merci de nous faire confiance pour ça, parce que je sais que on va parler de sujets qui sont des fois un peu touchy. Et comme tu me l'as dit par message quand on en a discuté, avec toi, je veux bien en parler. Donc, merci de cette confiance-là. Merci à toi. J'ai une petite Euh, impression de déjà vu de revenir dans ce podcast. Mais effectivement, je me suis dit, s'il y a une seule personne avec qui je vais accepter d'ouvrir un peu, bah, c'est toi. c'est très gentil de ta part. Merci pour cette confiance-là. Euh, comment, comment tu veux démarrer ça? Et plutôt que de te demander comment tu veux démarrer ça, je vais plutôt te poser une question. Comment tu t'es sentie en tant que femme lorsque tu as démarré le projet de la salle? Euh, voilà, on démarre là, puis on brode après autour de ça. Donc la salle, c'était en 2016. Enfin, j'ai démarré le projet en 2014-2015, puis après le temps de construire le bâtiment et tout, on a ouvert en 2016. Et en fait, je me posais pas la question. Mhm. Et plusieurs fois, les premières années de la salle, on m'a posé cette question. Et au fait, être une femme, c'est pas trop dur ou qu'est-ce que ça change? Et je disais toujours que pour moi, ça avait zéro impact. Et jusqu'à il y a pas si longtemps, je tenais toujours ce discours. Je voyais pas la différence en fait. Je me rappelle bien parce qu'en fait, on avait fait à l'époque du live sur Instagram. On avait Mm. fait un live les deux et je t'avais posé cette question. Alors, on se connaissait bien, mais moins bien que maintenant. Et c'est vrai que tu avais botté un peu cette question en touche. Tu avais botté un peu cette question en touche. Et puis, j'avais eu le sentiment à l'époque que cette question, elle t'avait pas plu. Et que tu l'avais vraiment, tu sais, genre, vas-y, casse-toi avec ta question. Non, c'est pas qu'elle m'avait pas plu, c'est que j'avais rien à dire. Ok. J'avais vraiment rien à dire, je me posais pas la question en fait. Je me posais pas la question de la même manière que toi, on ne demande pas ce que ça fait d'être un homme dans le milieu du fitness. Quand tu fais le projet fondamental, ça fait quoi d'être un homme? Non, absolument pas. Ouais, ouais, mais Enfin, il y a tu vois, je pense qu'on clairement une. on pose jamais cette question aux hommes, donc je Mhm, me suis dit, bah, pourquoi on me la pose? Enfin, bah, voilà, moi mhm, je fais un projet, je suis une femme, il y a un homme, il fait un projet, c'est un homme, ça change rien, mhm. tu vois. Donc je m'étais pas posé cette question, mais je dois quand même reconnaître que ces dernières années, euh, j'ai plus senti de différence et maintenant j'aurais pas forcément la même réponse. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as senti cette différence? Est-ce que cette différence, tu l'as sentie avec un peu d'effet rétroactif en repensant à certains trucs que tu avais traversés et tu t'es dit, ah bah peut-être que là, si j'avais été un homme, ça aurait été différent? Ou est-ce que c'est sur l'instant T que tu te dis, ouais, attends, là, les gars, vous déconnez. Euh, voilà, Il y a c'était. plus, il y a plusieurs choses.
Comment ça s'est traduit déjà? C'est que donc bah après quelques années à gérer la salle, tu le sais, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, j'ai Mhm. choisi de lancer le projet Find. Donc Ouais. Find à la base, c'était l'idée de base, c'était de faire une plateforme de matchmaking entre les salles et les coachs pour que les salles et les coachs se trouvent facilement sur les valeurs. Et pour ça, bah, je suis allée rencontrer bah, les patrons des grandes chaînes de fitness suisses, les patrons des grandes écoles de coach sportifs suisses. D'ailleurs, il y a des interviews sur mon podcast, c'est comme ça que j'ai commencé Mhm. avec Fred de Fitspro, Johan de Let's Go, Hervé de Nonstop, tous ces gens-là. Je suis allée rencontrer tout ce monde-là. Et au début, pareil, moi j'y vais, bah, je suis moi en fait, je me pose pas la question si je suis une femme, un homme, tu vois. Mais je me rends compte quand même au fil du temps, des mois qui passent, que j'ai vachement de mal à impacter les gens, Mhm. que j'ai vachement de mal à être prise au sérieux, euh, et que, ouais, on me considère pas de la même manière. En tout cas, on me considère pas complètement. Mhm. Est-ce que ce serait différent si j'étais un homme? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sens que il y a un petit côté rabaissant, tu vois. Ok. Pas de la part de tout le monde, hein. C'est pas parce que j'ai cité des personnes avant, Mhm. c'est pas voilà, c'est pas de la part de tout le monde, heureusement, mais je sens que avec certaines personnes, majoritairement des hommes bien sûr, ça passe pas. De toute façon, des femmes, j'en rencontre pas en fait, très peu, Mhm. parce qu'il y en a pas à des postes, à des postes un peu décisifs dans ce milieu-là. Donc ça se traduit comme ça, et petit à petit, je me rends compte que ouais, ça juste, c'est difficile de faire sa place quoi. Et puis je fais le lien après, je fais le lien après avec, comme tu dis, des choses qu'on m'a dites ou des réactions, et puis je refais le lien avec des choses qui se sont passées à la salle aussi. Tu vois, le classique à l'accueil, si je me prends, si je fais une remarque à quelqu'un ou que je dis à un client ou à une cliente, non, là, faudrait que tu mettes ta serviette propre, tes chaussures, enfin, voilà, que j'ai des choses un petit peu incisives comme ça, on va me dire très rapidement, mais il est où le patron? Bah, c'est moi, mon con. Qu'est-ce que t'as comme problème? En fait, je remarque maintenant que si je suis en opposition avec quelqu'un à la salle, instinctivement, les personnes vont tourner la tête pour chercher quelqu'un d'autre. Mais ils sont où les autres? Ils sont où les gars? Mhm. Et bon, j'ai de la chance à la salle, j'ai une équipe incroyable et les gars ont toujours respecté mon autorité, entre guillemets, même si on n'a pas un système hiérarchique extrêmement classique. Mais ils se sont jamais posé la question non plus, d'ailleurs, de Mhm. savoir s'ils me respectaient parce que j'étais une femme ou juste parce que c'était moi qui avais créé le projet. Mais ouais, c'est venu un petit peu comme ça. Et je me suis rendu compte en creusant un peu le sujet que, à mon avis, quand j'ai monté Fine, du coup, j'étais toute seule. Et du coup, enfin, en tout cas, toute seule à être visible dans le projet. Je n'étais pas toute seule à travailler. Mhm. Mais du coup, j'étais exposée 100%, moi. Ouais. Bah Et oui, en t'étais fait, la pourquoi je m'en ai... figure de proue du projet. Voilà. Et pourquoi je m'étais pas rendu compte avant que je pouvais avoir un... Enfin, pourquoi j'étais moins exposée avant? Bah parce que la salle, j'ai construit le bâtiment avec mon père, on a Mhm. monté le projet ensemble et je pense que depuis toujours, du coup, j'étais un peu aussi, tu vois, j'étais pas seule face Mhm. aux gens. Et les gens et les partenaires, que ce soit même les banques, les fournisseurs et tout, il était derrière. Mhm. J'avais pas l'impression qu'il était derrière et qui m'empêchait d'avoir ma place, loin de là. Il a toujours été hyper réglo et hyper respectueux par rapport à ça. Mais je pense que le fait qu'il soit présent, ça faisait qu'on m'emmerdait pas, quoi. Mhm. Et après, avec mon équipe, le reste de l'équipe. Mon associé Mathieu, enfin, j'ai toujours eu des... Dans le boulot, il y a toujours des hommes à côté de moi qui font que je pense que j'étais pas exposée. Et quand je suis allée m'exposer seule, là, j'ai vu les choses différemment, ouais. Ok. De la part, t'as dit majoritairement d'hommes, mais aussi de la part de femmes? Non, j'y suis pas vraiment... J'ai pas de souvenir. Ok. J'ai pas de souvenir de femmes avec qui j'ai pu sentir ça. Euh, Peut-être une employée. J'ai eu une employée à la salle où je pense que elle avait elle aurait respecté différemment si j'étais un homme, Ok. je pense.
Ouais, elle était jeune et je pense que ouais, elle cherchait aussi un peu ses modèles d'autorité et tout, et je pense que avec elle, c'était pas évident. Mhm. Mais sinon, non, ça reste majoritairement avec des hommes. Ouais. Ok. Et j'ai plein de pistes de réflexion, mais à ton avis, ça vient de quoi? Bah, je pense qu'il y a bon, il y a des gens qui sont pas sympas, de manière générale, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de purement sociétal, tu vois. Pourquoi on demande à une femme qu'est-ce que ça fait d'être une femme et pourquoi on ne demande pas à toi qu'est-ce que ça fait d'être un homme, Mhm. tu vois, je sais pas. Euh, Quand on parle du chef d'entreprise, bah, c'est toujours le chef d'entreprise, la secrétaire. Mhm. Euh, j'ai... C'est des représentations sociétales, à mon avis, en partie. Dans le milieu du fitness encore plus. Comme je te dis, j'ai pas eu beaucoup de confrontations de ça avec des femmes aussi parce que dans le milieu, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mhm. Ouais. Donc Mais c'est aussi ça. Et tu vois, je me souviens récemment, il y a Louis Bourgoin de Wiyonde, donc qui est un peu l'an- l'an- l'anticipation de The Coach en France, qui est bien plus gros maintenant. Il y a pas si longtemps, il a mis un post pour faire la promo de sa secrétaire. Ok, dans l'idée, c'était sympa, mais sauf qu'en fait, c'est toujours le chef d'entreprise, la secrétaire. Non, mhm. tu vois. T'as qu'à trouver un secrétaire. T'as qu'à trouver un secrétaire et puis t'as qu'à mettre en avant que les femmes peuvent être chefs aussi, en fait. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est des trucs que j'ai déjà eu dit dans le podcast, mais c'est vrai que moi, je me sens, j'ai toujours beaucoup d'incompréhension face à ça, mais parce que je pense que mes modèles tu vois, mes modèles d'éducation, on peut parler de modèles d'autorité, les personnages forts dans ma famille, à chaque fois, c'est des femmes. Ouais. C'est ma grand-mère, c'est ma mère, c'est ma femme, je suis papa d'une petite fille, donc euh, c'est des choses qui, moi, m'impactent quand je vois ces différences-là. Et c'est des trucs où, voilà, et c'est vrai que même si je me sens très étranger par rapport à ces phénomènes-là, ça n'empêche pas que le phénomène sociétal me fait à un moment donné poser la question, et alors, en tant que femme, tu te sens comment dans cet environnement-là? Mm. Alors que, et tu as tout à fait raison, la question ne devrait en fait même pas se poser. Parce que à moi, on me la pose pas. Paradoxalement, et je trouve que c'est dommage, parce qu'on a tendance à poser la question de comment tu te sens en tant que femme dans ce milieu. Style, ouais, c'est pas trop dur. Et par contre, d'un autre côté, quand un homme fait, tu vois, par exemple, un peu différemment des autres hommes, et je vois notamment dans moi ma relation avec Charlie, ou ah ouais, mais t'es un super papa parce que tu fais ça, et puis tu fais ça, et puis tu fais ça, et puis tu Mm. fais ça. Ben non, en fait, je fais juste mon job de père. Ouais. Je fais pas en fait plus que ce qui devrait être fait. Je fais juste ce qui devrait être fait. Et je trouve que c'est vraiment dur je trouve que c'est dur pour vous parce que soit bah, c'est un côté très rabaissant, et puis de l'autre côté, quand les mecs font genre un truc qui sort de l'ordinaire, tout de suite c'est waouh, ils sont incroyables. Alors que basiquement, enfin, tu fais ton job, quoi. Ouais, ouais, mais il y a plein de choses dans ce que tu dis parce que oui, il y a ce côté encenser les pères qui font juste ce qu'ils doivent faire, effectivement. Moi, je vois mon mec quand il se balade avec un de nos enfants, tout le monde le regarde, genre waouh, il est génial. Et moi, quand j'ai un enfant sur chaque bras, c'est juste normal, tu vois. Et puis personne me demande si ça va. Euh, donc il y a ce côté-là. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, il faudra que je te donne la référence, mais un livre qui est sorti sur un peu les papas influenceurs, tu vois, qui finalement sont sur les réseaux avec le porte-bébé, machin, le truc, genre je suis un super papa, et puis, mais qui en fait à la maison, voilà, prennent pas forcément toute la part de ce qui devrait être pris. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais d'un autre côté, je trouve aussi, et ça, c'est aussi pour bah, rendre aussi la part belle aux hommes qui font le taf, je trouve aussi que le fait de considérer les femmes différemment, bah, ça met aussi une pression inutile sur les hommes. C'est-à-dire que les hommes, du coup, ils ont aussi cette pression d'être l'homme viril, l'homme qui porte, qui ramène l'argent à la maison. Tu vois, je pense que ça met aussi une pression sur l'homme de ne pas donner sa place à la femme. Et je trouve Mhm. que c'est pas forcément normal. Je donne un exemple imagé au-delà de la société, un exemple imagé dans le sport.
Au tout début, quand j'ai fait ma toute première formation de coach, quand j'allais ouvrir la salle, euh, il y a un coach qui, en mise en situation, qui nous fait faire des pompes et qui dit bah, pour les filles sur les genoux. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, alors déjà, c'est rabaissant pour les filles, parce qu'il y a des femmes qui peuvent très bien faire sur les pieds, et pas de problème. Mais c'est aussi une pression pour les hommes, parce que ça veut dire que si Mhm. un homme n'a pas le gainage nécessaire pour faire des pompes sur les pieds, bah il peut pas se mettre sur les genoux, parce que c'est que pour les filles. Ouais. Et je trouve que c'était dur pour les deux, en fait. C'était Mhm. pas juste dur pour les femmes, c'était dur pour tout le monde. Mhm. Ouais, je comprends. Alors, moi, enfin, moi, je vis pas ça comme une pression, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, l'homme moderne, en 2024, il doit être multifacette. Mm. Il doit autant, voilà, autant être fort, mais autant être sensible, mais autant être gentil, mais autant être ci, autant être ça. Je, je sais pas. Je pense que c'est aussi on est dans une phase enfin, de compensation, de décompensation. Où, tu vois, moi, je suis né dans la fin des années 80, c'était le règne de la testostérone. Enfin, moi, j'étais biberonné à la testo, quoi. Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, Chuck Norris. Enfin, tu vois, c'était le règne de la masculinité et parfois de la masculinité toxique. Et maintenant, c'est en train de contrebalancer. Ça contrebalance tellement fort que tu as des mouvements masculinistes qui sortent aux plus grandes dames de la gente masculine parce que c'est vraiment, vraiment des teubés. Et je pense qu'à un moment donné, ça va se niveler. Mais j'ai l'impression qu'on a voulu catégoriser, tu vois, la place de l'un et la place de l'autre, alors que les limites, elles sont beaucoup plus floues et dépendent plus de la sensibilité de chacun Ouais. que du genre de chacun. Oui, oui, ça c'est sûr. Et puis ça dépend des modes aussi, tu vois. Nous, enfin des modes de fonctionnement de chacun. Si on parle des organisations familiales, nous, on n'a pas la même que nos potes à côté, enfin que tous nos autres potes, en fait. Mhm, Chacun s'organise différemment. Mais parce qu'il y a plein de sujets qui viennent questionner. Alors, il y a les libertés au niveau du travail, ça c'est un gros sujet. Surtout quand tu as des enfants, tu vois. Comment sont organisés les congés maternité, les congés paternité, bah voilà. Et ça, on peut rien y faire malheureusement. Il y a le rapport à l'argent de chacun. Est-ce que c'est OK que madame gagne plus ou que, tu vois, comment, comment on répartit les frais, comment on répartit le patrimoine de la famille, comment on organise le temps. Et ça, bon, bah, il y en a qui sont à l'aise avec un 50-50, il y en a qui sont à l'aise autrement. Je pense que l'important, c'est juste de pouvoir en parler, mais de pas avoir cette... la loi, déjà, fait que bah, les hommes n'ont pas la même place, déjà, par rapport à ça, puisqu'ils ont un congé mat de à peine quelques semaines, mhm, un congé pat de à peine quelques semaines, alors que nous, on a plusieurs mois. mhm, Et quand il est respecté. Tu vois, moi, mon mec, il est son congé pat, on lui a demandé de préparer tout son boulot, tout, pour quand il n'était pas là pour donner à ses remplaçants. Donc autant te dire qu'il a pas eu de congé pat, quoi. mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Donc c'était pas respecté. Une femme qui part en congé mat 4 mois, on va jamais lui demander de préparer tout son boulot pour 4 mois. Mhm. Ouais, mais dans un entretien d'embauche, on va jamais demander à un mec s'il prévoit d'avoir des enfants dans les 3 prochaines années, par contre. Non. Alors ça, c'est pas légal normalement, hein. Oui, je sais Mais bien, ça se fait, ouais. mais ça n'empêche que ça se fait quand Ouais, même. ouais, Ça n'empêche que c'est ça se fait clair. quand même. C'est bien, bien, bien dégueulasse. Ouais. Euh, j'aimerais parler d'une situation. Il y a quelques semaines en arrière, je suis venu pour une réunion chez vous. Je suis venu pour une réunion chez vous avec le staff pour discuter avec tes collègues. Il y avait Zoé qui était avec toi. Mhm. D'ailleurs, Zoé, je crois, est passée dans les bras de à peu près tout le monde. Donc, on a Donc tous un Zoé, peu. bébé de Voilà, 4 mois aujourd'hui. Ouais. Ouais. bébé de 4 mois aujourd'hui qui était encore entre 2 et 3 mois à ce moment-là. Ouais. Et puis moi, je trouve ça tout à fait cool. Et à un moment donné, tu allais Zoé pendant la réunion. Ouais. Ça allait de Zoé pendant la réunion. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que ça devrait se faire, ça devrait beaucoup plus se faire parce qu'au final, en fait, objectivement, c'est pas dérangeant. Objectivement, c'est pas dérangeant. Je pense que tu avais aussi fait ça avec Hugo à l'époque quand tu l'allaitais encore. Est-ce que c'est quelque chose que
as prévenu tes collègues, tu les as pas prévenus, tu t'es posé, tu as fait ça. Est-ce que ça a tiqué? Est-ce qu'on t'a fait des remarques? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Pour moi, il n'y a pas de sujet. Tu vois, il n'y a pas de sujet parce que bah, quand t'as faim, je te demande pas de faire quoi que ce soit avant de sortir ta barre protéinée. Enfin, tu vois, Mhm. la petite, elle a faim, elle mange. C'est tout. Non, mais pour moi, il n'y a pas de sujet. Ça, pour le coup, je me suis jamais posé la question. Mhm. Parfois, j'ai vu des gens tourner la tête, mais je pense Mhm. que c'est plus par pudeur, tu vois. Évidemment, je me cache toujours un peu, je veux pas, tu vois, mais bon, forcément, t'es un peu visible. Ouais. Ça peut être gênant pour certaines personnes. Et je pense que c'est plus par respect. Souvent, c'est des hommes, hein, tu vois, qui tournent la tête parce que ils se sentent pas à l'aise de me parler en face à ce moment-là. Et ça, je le prends pas du tout mal. Je pense que c'est plutôt du respect. Et non, alors mes collègues, je pense que ça les a surpris un petit peu. Pour Hugo, ouais, donc il y a 2 ans, pour mon premier fils, quand je l'ai fait les premières fois, je pense qu'ils étaient un peu gênés, tu vois, ils savaient pas trop où se mettre. Mais encore une fois, c'est une histoire de pudeur, et puis, enfin, tu vois, je suis leur patronne, donc c'est un peu délicat de voir ta patronne sortir son sein et allaiter son fils au milieu. Mhm. Mais en même temps, bah déjà, j'étais en train de bosser pendant mon congé mat avec eux, donc en fait, de toute façon, il n'y avait rien de conventionnel là-dedans, tu Mhm. vois. Et je pense que c'est... Moi, en tout cas, ça me paraissait aussi normal, tu vois, qu'ils voient ça aussi en tant qu'homme. Il y en a un qui était déjà papa, un autre qui est devenu papa juste après, l'année d'après. Et je pense que ça a joué aussi sur leur façon de concevoir leur paternité, de voir leur femme, voir leur femme faire ça aussi, tu vois. Mhm. Parce que l'allaitement, c'est super, mais c'est aussi un gros investissement. Et donc, je pense Ça donne faim. que ouais, Pour la ça maman les... qui allait. Ouais, la maman mange pour deux. Mais c'est aussi pas évident après quand les enfants sont gardés, tu passes ton temps à tirer ton lait et tout. C'est pas facile comme investissement. Puis des fois, ça se passe mal, c'est beaucoup de pression de savoir si l'enfant mange assez et tout. Et je pense que c'est aussi en montrant toutes ces facettes-là d'être une femme que on aide les hommes à être aussi plus investis, tu vois. Je pense que c'est pas toujours en critiquant les mecs, en disant ils font pas ce qu'il faut et tout, qu'on va les aider. Au final, on doit aussi leur montrer de quoi on a besoin et on doit aussi, nous, être capable de dire, OK, là, ça, c'est difficile pour moi, tu peux pas le comprendre parce que tu le vis pas, mais du coup, je t'explique et je te montre. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours expliqué à mon équipe assez ouvertement ce que ça Mhm. impliquait d'allaiter mes enfants, ce que ça impliquait d'avoir eu une césarienne, ce que ça impliquait, sans rentrer dans les détails, hein, toujours avec pudeur, mais ce que ça impliquait de pas dormir la nuit, parce que le gamin se réveille, enfin, tu vois. Ils Ouais, je savent vois. tout ça. Ouais, tu vois bien. Ouais, je vois. Je vois. Je vois. Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'éducation de des générations d'hommes qui, après, je pense, sont aussi des meilleurs papas, des meilleurs maris, parce ils savent aussi ce qu'on vit, quoi. Mhm. Oui, puis surtout qu'il y a, enfin, objectivement, hein, puis de nouveau, c'est pas pour faire la part belle aux femmes que je dis ça, mais parce que réellement je le pense, c'est que même si tu es un papa investi à sa juste mesure, donc tu fais le job qui doit être fait, ben, même si tu le fais à fond et que tu laisses passer aucun détail, il y a quand même des aspects mécaniques de la maternité versus des aspects mécaniques de la paternité où vous avez concrètement plus de job que nous, ne serait-ce que pour l'allaitement. Si tu veux allaiter ton enfant, mais que tu veux aussi avoir une vie active à côté, bah, tu es quand même obligé de respecter certains aspects logistiques et ça, c'est indéniable. Donc la pression mise euh, due à la situation sur les femmes qui sont maman slash femme slash indépendante ou slash carriériste ou bref, peu importe le nom qu'on peut mettre dessus, je veux dire, ça reste quand même que c'est plus difficile d'un point de vue organisationnel et logistique. Enfin, moi, je l'ai vu, tu vois, quand Denise était enceinte pour tirer son lait, quand elle devait aller bosser, ben voilà, faut s'organiser. Et puis, ben, même chose quand on a démarré notre formation, les deux, où bah, tu arrives et puis tu as ton sac, et puis il faut un endroit pour pouvoir tirer le lait, puis après, il faut un endroit pour le stocker, puis après, il faut un endroit pour pouvoir rentrer. Enfin, voilà, ça reste que c'est Ouais. pas évident.
Ouais, et puis ça veut dire qu'à chaque pause, tu vois, exemple type, on démarre une formation ensemble, donc tu as quand même envie de parler avec les gens, d'être à 100% investi dans la formation. Et puis à chaque pause, je pars 20 minutes et puis je pars en avance, j'arrive en retard. Mhm. Et ce qui fait que tu as aussi cette image de, bah, ouais, la meuf, elle arrive en retard après chaque pause, quoi. Ah Bah ouais. ouais, mais parce qu'en fait, voilà. Et il y a en plus un truc physiologique qui fait que si t'es stressé, ça marche pas. Ouais. Tu vois? Ça marche avec l'ocytocine, ces histoires-là. Donc, si t'es stressé, ça marche pas, le lait il sort pas, donc c'est encore du stress parce que du coup, t'auras pas assez pour ton gamin qui est gardé et tout. C'est une charge mentale de dingue. Mais Mhm. celle-là, elle est pas liée Enfin, les hommes pourraient pas la prendre, malheureusement, bien que ils peuvent aider, tu vois, à nettoyer le tire-lait, réfléchir un peu aux horaires, ne pas oublier le lait dans le frigo avant d'amener le gamin à la crèche, tu vois, ces trucs-là. Ouais. Mais c'est vrai que ça a un coût social et c'est pour ça que moi j'en parle. Tu me demandais est-ce que j'ai prévenu et tout. Bah tu vois, en formation par exemple, je l'ai dit tout de suite parce qu'en fait, je trouve aussi que c'est important que les gens sachent que je suis pas juste en retard à chaque pause parce que j'en ai rien à foutre, tu Ouais, vois. t'es pas je m'en foutiste, quoi. Non, c'est ça. C'est que je suis en retard parce qu'en fait, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai et les Mhm. obligations que j'ai. C'est une, c'est une pression que tu sens concrètement. Tu sens que c'est un. Est-ce que c'est une pression que tu sens concrètement? Est-ce que c'est un poids qui t'est imposé? Est-ce qu'au final, tu as l'impression de dire, bon, bah, ok, c'est un caillou que je mets dans mon sac, mais j'en suis consciente et je le fais, et puis parce que j'ai aussi envie de le faire. Comment est-ce que tu vis ça? L'allaitement, tu veux dire? Ouais, l'allaitement, et puis, enfin, tu vois, le fait de décider, enfin, t'étais déjà entrepreneur avant d'être enceinte. Ouais. Tu décides de faire un enfant, après un deuxième. Voilà, comment tu vis cette charge-là et comment tu la gères. Tu vois, si tu devais aujourd'hui discuter avec une femme qui veut se lancer, mais qui a aussi le projet de devenir maman, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Je dirais de se faire confiance, déjà, et je dirais aussi de pas se mettre la pression, la vie revient. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu mes deux grossesses de manière très différente. Pour le premier, j'avais cette conviction que ma vie allait s'arrêter quand j'allais avoir un enfant. Et que donc, après, je pourrais plus jamais rien faire. Je me rappelle. Ouais, c'était horrible. Et du coup, en plus, je suis très, très, très attachée à la liberté, à ma liberté. Et j'avais très peur que ma liberté disparaisse, en fait, avec ça. Et du coup, bon, je me suis fait coacher hein, par rapport à ça, mais aussi quand Hugo est arrivé, bah, à chaque fois qu'on pouvait me le garder ou qu'il dormait même en écharpe et tout, je bossais tout le temps. Parce que je voulais aussi prouver au monde que j'étais là. Que c'est pas parce que je faisais un enfant que j'étais plus là, tu vois. Mhm. Je ressentais pour le coup une vraie pression autour de moi, essentiellement masculine, mais que je me mettais aussi à moi, que bah on pourrait se dire, ouais, bah c'est bon, elle a fait un enfant, c'est fini, elle est plus là, on la voit plus. Tu sais, genre, ça y est, elle va devenir femme au foyer, quoi, c'est Eh fini. ben non, les gars! Et en fait, j'avais besoin de prouver un peu au monde, non, non, je suis là, je suis là, je suis là, je bosse, je bosse, je bosse. Euh, l'exemple type, quand je revois les photos, je me dis, mais t'es ouf. On a fait un entre-coach à Lausanne, qui était, je pense, notre plus gros entre-coach avec 50 personnes, et ça s'était super bien passé. C'était en novembre 2022. Mhm. Mon fils, il avait même pas 3 mois. Je me rappelle. Donc autant dire le taf qui a été fait avant, en fait j'étais en train de gérer ça à la maternité déjà. Ouais. Donc c'était n'importe quoi. Euh, et j'ai continué après toute l'année qui a suivi. Et d'ailleurs j'ai des collègues, notamment des collègues femmes que j'adore, qui l'année dernière m'ont dit mais Flo, tu parles jamais du fait que t'es maman. T'en parles jamais, ça n'existe pas on dirait dans ton boulot. Et en fait, ouais, je le reconnaissais, je lui laissais pas du tout la place nécessaire, quoi. Pour moi, fallait pas que ça existe. Alors que moi, tout le monde sait que je suis papa, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas, pour moi, c'était cool, mais fallait pas que ça existe, quoi. Ça avait pas sa place. Il fallait que je puisse tout faire comme les autres. Mhm. Et sans surprise, j'ai fait un burn-out fin d'année dernière. Vous l'aviez vu venir, hein. Et j'ai appris ma deuxième grossesse en même temps. Mhm. Euh,
Et là, du coup, bah, tout a changé forcément. J'ai dû revoir les choses différemment. J'ai dû m'arrêter déjà complètement parce que je pouvais plus me lever le matin. En plus, j'avais des nausées carabinées pour la deuxième grossesse. Donc tout s'est arrêté. Et là, j'ai eu le temps de réfléchir. Je pense que c'est ton corps ou ton cerveau qui a dû dire à un moment donné, qui a dû dire, bon, bah écoute. Écoute, ma cocotte, hein, là, ça va falloir un peu se calmer et du coup, on va shut down et tu vas devoir réfléchir et prendre un peu de recul. Ouais, c'est mon corps qui l'a dit en premier, mais je l'avais pas vraiment compris. En Ouais. fait, déjà en mars 2023, j'étais à Barcelone avec mon fils et ma mère et j'étais assez stressée. Et bon, c'était un petit, il était tout petit quoi. Et puis du coup, Barcelone, pas mal de logistique et tout. Et puis tout le reste. Et j'étais assez stressée et je me réveille le dernier jour et je commence à avoir des espèces de cloques allergiques sur les yeux, sur les bras et tout. Je vais dans une pharmacie, on me dit c'est une allergie, je prends un truc et puis ça repart. Et puis je venais de manger des crevettes donc dans un resto, je me dis ouais, ça doit être ça. Je réagis pas trop. Et puis je repasse encore quelques mois et en octobre, euh, grosse période de stress en début d'année, on déménage et tout. Et en plus de tout ça, en octobre, j'apprends l'hospitalisation de ma grand-mère. Le Mhm. jour même, je refais la même allergie. Mais sauf que cette fois, t'as pas, tu vois, pareil, je reprends un cachet, je me dis ça va passer, j'ai dû manger, il y avait des noix dans un truc, enfin tu vois, je me dis ouais, ça doit être ça. Mais sauf qu'en fait là, c'est pas passé du tout, quoi, je me suis Mhm. mis à gonfler, tout ce que tu veux, j'ai fini aux urgences. Et évidemment, j'ai fait tous les tests allergiques possibles, mais j'ai pas d'allergie en fait. Mhm. Puis j'avais pas mangé, j'avais rien mangé de particulier non T'as plus, mangé de enfin, une, crevettes. bah pas mangé de crevettes, et puis ouais, c'est venu Mhm. sur des choses, un truc que j'avais déjà mangé d'autres fois avant, donc Mhm. pas du tout ça. Et voilà. Mhm. Et puis même pas un mois après, j'apprends que je suis enceinte. Et là, je me tape des nausées de l'espace. Je me dis, bon, bah là, va falloir se poser. De toute façon, t'as pas le choix. Ok. Quand t'as appris l'arrivée plus ou moins imminente de Zoé, t'étais à combien de mois? Ah non, mais je l'ai appris au début parce que j'ai des cycles réguliers, donc je l'ai appris tout de suite. Ok. Euh, Est-ce que vous avez envisagé la possibilité de ne pas garder l'enfant qui était à venir parce que le contexte était compliqué? Non, Ok. non, on l'a pas envisagé. Le contexte était compliqué pour moi, pour Tom, pour nous de manière Mhm. générale. Mais on voulait un deuxième enfant, on le Ok. voulait pas maintenant, on le voulait pas forcément tout de suite. Enfin, moi surtout. Tom, il était chaud. Mais ouais, ouais, non, lui, il était partant. Mais moi, j'aurais attendu peut-être encore un peu. Mais je sais pas si j'aurais été prête plus tard non plus. De toute façon, Mhm. j'étais dans un tel truc, j'allais droit dans le mur. Donc, dans tous Mhm. les cas, j'étais prête à rien. Avant de m'arrêter, avant de prendre le mur, j'étais prête à rien. En général, avant de prendre le mur, on est prêt à rien. Ouais, c'est ça. J'aimerais faire une parenthèse sur ça, sur le mur qui arrive, Mm. sur voilà, le fait de s'écouter à un moment donné. Euh, est-ce que tu as est-ce que tu as le sentiment que quand on est entrepreneur, parce que ben voilà, hein, ton entourage est grandement constitué de gens qui sont indépendants dans le Mm. domaine du fitness, est-ce que tu as l'impression qu'on s'écoute pas assez de manière générale? Euh, et que justement, on a tous tendance à un moment donné à un autre devoir se choper une fois le mur pour réaliser qu'il y a un mur prochain qui peut arriver, que ce serait peut-être bien de s'écouter. Ouais, je veux pas faire de généralité parce que chacun est différent, mais je pense qu'il y a des choses très dangereuses dans notre environnement. Le no pain, no gain, c'est extrêmement dangereux. L'ego qui va avec, Mhm. c'est extrêmement dangereux. Je m'arrête pas, j'avance. Je Et- suis un warrior. Tu vois. Euh, c'est extrêmement dangereux. Le je veux tout faire moi-même. Vraiment, ça on en parlait hier avec Sean et Lynn dans le podcast qui sortira aussi en janvier. Je veux tout faire moi-même, mais je fais tout à moitié. Et puis de toute façon, je m'en sors pas parce que je commence un truc, je le finis pas, je continue. Et puis je veux pas déléguer parce que de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour déléguer, etc. Donc ça, c'est hyper. Ouais. Euh, je pense que j'ai cité un petit peu les trois trucs importants, tu vois. Mhm. Et puis,
quand même, le truc du métier passion, c'est qu'on est censé être dans un truc passion, donc il n'y a pas de limite, quoi. Tu vois? Mhm. Donc en fait, ça reste un job. Et il y a un moment, faut quand même savoir dire stop. Oui, oui. Oui, puis au final, j'ai le sentiment aussi qu'on n'a peut-être pas mis le doigt sur quelle était la juste passion, tu vois. Parce qu'à la fin, ce qui en général amène les gens à se reconvertir et à vouloir faire du fitness leur business, c'est la passion pour l'entraînement. Oui, Euh, et au final, peut-être que le curseur, il n'est pas mis au bon endroit. À la fin, quand tu es coach, tu passes quand même beaucoup plus de temps à entraîner les autres et à fournir un métier de service plutôt qu'à t'entraîner toi-même. Donc c'est vrai que bien sûr. si ton moteur principal, c'est la passion pour l'entraînement et qu'en fait, c'est plutôt ton réservoir de motivation, c'est la passion pour l'entraînement, bah, à un moment donné, ton réservoir, il est siphonné, quoi. Et c'est vrai que j'ai rarement entendu des gens qui initialement viennent et me disent, bah, en fait, moi, je suis passionné par le fait d'entraîner les gens. Ouais. Euh, Ouais, ouais, bon, ça, c'est un truc que j'ai l'impression je pense que tu l'as répété 10 000 fois dans le podcast, moi aussi, c'est un truc de base. Mais je pense que c'est super important de faire réellement le boulot, de savoir qu'est-ce qui nous recharge en énergie. Euh, Tu vois, j'ai une copine qui parle souvent de la The Battery Theory, donc toujours penser que toi et les autres ou toi et la situation, c'est deux batteries et qu'il y a un moment, si c'est toujours une qui charge l'autre, bah, il y a un moment, il n'y a plus de batterie dans la mhm, première. Et donc, il faut s'assurer que ce soit dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles ou même dans ta relation avec ton travail, ça va dans les deux sens. mhm. Et ça, c'est super important pour savoir comment tu te recharges. Sinon, bah, il y a un moment, tu n'as plus envie de te lever le matin et ça marche pas. Donc, si tu te recharges en aidant les autres, tant mieux. Il y a des gens pour qui c'est le cas. Mais si tu te recharges en ayant du temps pour toi, en faisant d'autres choses, bah, il va falloir faire attention à comment tu gères ton activité de coaching ou C'est une ton discussion, activité de manière générale. c'est une discussion que j'ai eue avec un coach qui a démarré cet été. J'ai eu cette discussion il y a 3 semaines en arrière. Je vais le voir, je dis, alors comment ça va? Il me dit, ah, tu sais que c'est cool. Et tu vois, c'est paradoxal. Il me dit, c'est cool parce que ben, j'ai du job, mais en fait, je suis vidé. Puis je dis Mm. pourquoi? Puis il me dit parce qu'en fait, moi j'ai besoin d'avoir du temps en étant seul. J'ai dit ah bon, tiens, donc je comprends pas du tout Mm. ça. J'ai besoin de temps en étant seul. J'ai besoin de pouvoir avoir du temps pour m'entraîner. Et puis je le regarde, puis je lui fais, tu sais, c'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on peut pas s'envoyer dans le mur. Ça, c'est le premier truc. Et puis ce qui est particulier en fait, c'est que quand tu démarres ton activité, bon bah t'es avide de clients, c'est normal. Tu dois faire du bif, tu dois faire rentrer, et tu dois faire Mm. tourner la machine. Et je pense que dès le départ, on devrait se bloquer des plages horaires pour faire les trucs qui nous rechargent, comme tu le dis si bien. Parce que au final, quand tu es pris après dans l'engrenage, bah, si tu as des clients tout le temps, bah, tu auras beaucoup plus de difficultés à dire aux clients qui sont sur la plage horaire dont tu as besoin pour te recharger, bah écoutez, maintenant j'arrête de vous entraîner. Plutôt Mm. que si tu mets directement cette plage horaire dans ton agenda et tu dis, OK, ça, je bouge pas, c'est une plage horaire pour moi. Et puis, ma foi, j'accepte que là-dedans, je peux pas mettre les gens, mais que s'ils veulent réellement travailler avec moi, bah, ils se placeront à d'autres endroits. Et moi, j'ai eu ça à la naissance de Charlie, où bah, je travaillais du lundi au vendredi, plus le samedi, dimanche, j'étais en cours. Bon, bah, j'ai réalisé que ça allait pas le faire parce que j'avais quand même accessoirement envie de passer du temps avec ma fille. Et j'ai dit, OK, bah, à partir de maintenant, le jeudi et le vendredi, je travaille plus. Et, euh, et c'était difficile au début. J'ai dû aller vers les gens et leur dire, bon bah voilà, maintenant, vous qui êtes le mardi et le jeudi, bah va falloir changer vos jours. Et au final, tout le monde a changé. Ouais. Tout le monde a changé. Ouais, bah parce que c'était peut-être aussi que toi, t'es le moment qui recharge tes clients. Et du Ouais. coup, ils ont changé pour toi. Mhm. Ouais, je pense que c'est un travail que chacun doit faire. Et pour ça, je peux que recommander de travailler notamment sur l'ikigai, même si on en parle souvent. Euh, ce fameux cercle 1 de qu'est-ce que j'aime faire. Et ça, c'est hyper important de travailler dessus. Tu vois, moi, quand j'ai mis le doigt sur le fait que, enfin, j'ai mis le mot en disant je suis en début de burn-out là, c'est parce que j'avais commencé un coaching Ikigai, mais c'était plus parce que j'ai une copine coach qui a dit bah, je veux lancer enfin, qui a dit à ma sœur je veux lancer ce nouveau projet, ce nouveau produit qui est un coaching collectif sur l'Ikigai. Je vous le fais gratuitement pour le tester un peu sur vous. J'ai participé.
Et en fait, moi, j'étais pleine balle. C'est là, ouais, je fais ça pour te dire, je faisais les séances sur mon vélo en zone 2, tu vois, en mode optimisation max. Et puis arrive un jour où on travaille sur le cercle 1 et où en fait, je me rends compte que j'arrivais même pas à dire ce que j'aimais faire. Je me souvenais plus. Et toi, il y avait plein de questions sur. Enfin, je disais que ce que j'aimais faire, c'était ce que je fais tous les jours. Mhm. J'aime bosser, j'aime faire tel projet et tout. Et du coup, elle dit, mais t'aimais faire quoi quand t'étais enfant? Enfin, tu vois, il y avait plein de questions comme ça auxquelles j'arrivais pas à répondre. Et du coup, là, le mur est tombé, quoi. Et là, et à un moment, elle m'a dit, non, mais t'es tellement dans ton truc que tu vois même pas qu'il n'y a plus rien qui te recharge. Tu vas droit dans le mur. Je dis, ah ouais, c'est ça. D'où l'intérêt de se faire accompagner. C'est Ouais, vraiment important. 100%. En off, tu me demandes comment ça va, je te dis bah, c'est la fin de l'année, je suis en fond de cinquième. J'ai un. Est-ce que tu es obligé de faire tout ce que tu fais? Ça, ça te fait- Et tu te dis, ah, cette question, elle est pertinente. Mais c'est vrai, quand tu as t'as la tête dans le guidon, que tu as les idées, que tu as, voilà, je veux aller là, on a souvent tendance à se négliger et on a souvent tendance à pas réaliser que ce putain de mur, on peut quand même se le prendre en pleine face, quoi, et qui peut faire mal, peut faire super mal. Ouais, et en fait, le truc, c'est que plus tu vas attendre avant d'agir et de mettre en place les systèmes qui vont te permettre de pas retourner dans le mur, euh, plus ça va être grave et plus ça va être compliqué de remonter. Mhm. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis le no pain, no gain, tout ça, c'est dangereux. Parce qu'en fait, quand tu commences à avoir mal, faut pas attendre d'avoir très mal Mhm. pour faire quelque chose. Mhm. Il faut s'arrêter à temps et il faut s'écouter et mettre en place des stratégies pour pas avoir mal et pour que ce soit efficace sur le long terme. Sinon, Mhm. tu tiens pas. Et tu vois, moi je dis j'ai fait un burn-out, mais en fait c'était je pense que j'étais au tout début et je m'en suis rendu compte grâce à cette coach à temps. Et du coup, bah, j'ai eu la grossesse pour remonter, donc le challenge de me régénérer en même temps que j'étais en train de fabriquer Zoé, ce qui était pas régénérant du tout. Mais voilà, ça a pris un certain nombre de mois avant que je me sente bien. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore un travail de tous les jours. Mais des gens, et je ne trahis pas de secret parce qu'on en a parlé encore hier dans le podcast, comme Lynn, la femme de Sean, qui a fait un burn-out sévère, on parle de 2 à 3 ans pour se remettre. Mhm. Bien sûr, Donc oui, oui. c'est quand même con. Quand tu sais que si c'est pris à temps, tu peux t'en remettre beaucoup plus vite. Bah, comme en général toutes les problématiques de santé physique ou qui ont un aspect plus mental. Ouais. Mais oui, alors je te rejoins complètement sur le no pain, no gain. J'en reviens et j'en peux plus de plus en plus de ce message qui est sur les réseaux sociaux. Euh, alors heureusement, il y a des gens qui prennent le truc à contre-pied, notamment bah, toi ou par exemple Elite Mentorat. Et c'est pas les seuls hein, évidemment, ou bah, accessoirement nous avec Fundamentals, mais en fait prendre un peu le truc à contre-courant et puis de dire bah en fait ça peut aussi être calme, ça peut aussi être tranquille, tu peux aussi bosser dans un environnement qui est agréable, t'es pas forcément obligé de te mettre devant un mur blanc pour travailler pendant 8 heures pour être ultra focus. T'es pas non plus obligé de chercher constamment à optimiser ta productivité. Oui, si tu arrives à trouver des hacks qui te permettent de faire les choses plus simplement en te prenant moins la tête, Mm. bah, c'est bien aussi. Mais tu vois, hier encore, j'écoutais un réel où le gars parlait de Alex Hormozy, alors que j'aime beaucoup parce qu'il dit des Mm. choses qui sont très pertinentes. Mais c'est bon, en fait, t'es pas obligé de chronométrer toutes tes tâches et puis d'utiliser un timer. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Et moi, j'étais comme ça avant, je le reconnais tout à fait. Je chronométrais mes tâches, j'essaie d'optimiser, ultra focus, deep Mm. working et tout. Et tout d'un coup, j'ai eu un enfant. Et en fait, c'est là où je trouve qu'il faut bien préciser le truc. Qu'en fait, c'est très facile d'être très organisé quand ton contexte de vie te le permet. C'est ça. Mais qu'en est-il quand ton contexte de vie te le permet plus? Qu'en est-il quand tu t'es réveillé 5 fois pendant la nuit? Comment est-ce que tu fais pour optimiser ta fucking tâche quand ton cerveau, t'as deux neurones dedans qui se courent après mais qui arrivent jamais à se télescoper?
Tu vois, c'est ça en fait. Encore une fois, c'est une histoire de s'écouter, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a des jours où même si je me suis réveillée plein de fois pendant la nuit, je suis hyper efficace, tout va bien et tout. C'est juste qu'après, j'ai besoin de me régénérer d'une autre manière. Mais ce que tu dis là, je le rapproche vachement aussi de la haute intensité en sport. Mhm. C'est-à-dire que on est en train de plus en plus de dire aux crossfitters et à tous les gens qui font de la haute intensité qu'il faut arrêter de se mettre 5 watts par semaine et qu'il faut faire de la zone 2 aussi Dis la entre deux vérité, que c'est pour, pas tout le monde qui dit ça. Dis la vérité que c'est Sean qui dit ça à tout le monde. Coucou Chen. Coucou Sean. Non, mais tu vois, je fais vachement le lien avec ce qu'il dit au niveau physique. Mhm. C'est-à-dire qu'au niveau physique, physiologique, de plus en plus, on entend qu'il ne faut pas se mettre de la haute intensité tout le temps et que pour améliorer tes performances sur le long terme, il faut aussi intégrer de la basse intensité, il faut intégrer des choses qui respectent ton corps. Bah, je pense que dans le boulot, c'est la même chose. Et il faut pas se mettre la pression tout le temps. Après, si ça te convient d'être chronométré et tout, il y a des gens à qui ça peut convenir. Mais il faut juste pas que ça crée du stress chez toi. Tout le monde sait que le cortisol, c'est mauvais pour à peu Tout le près monde. tout. Mhm. Donc, c'est ça. Je pense que le gros boulot, il n'est pas de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Le gros boulot, il est de dire à chacun connais-toi toi-même Mhm. et fais le taf, quoi. Fais Ouais. le taf de te connaître, de bien te connaître et de savoir ce qui te régénère, de savoir ce qui te fait du bien, de savoir sur quoi tu es efficace et sur quoi tu ne l'es pas pour te faire aider. Et puis sois humble en fait. Sois Mhm. humble par rapport à ce que t'es, ce que t'es pas. Et à partir de là, bah, on peut bosser, on peut avancer. Ouais. Mais ne pas essayer de tout faire tout le temps et puis de paraître super fort, etc. Parce qu'il y a aussi un truc qui, moi, m'a vachement parlé aussi ces dernières années parce que je suis là-dedans. C'est qu'en fait, tu peux tenir ce discours du tout le temps à fond, tout le temps à fond, tout le temps à fond, quand ton contexte de vie le permet, je suis d'accord, quand tu es un homme qui n'a pas d'enfant. Parce qu'en fait aussi, et qui s'occupe, voilà, un homme qui n'a pas d'enfant ou qui s'occupe pas des siens. Parce qu'en fait, il y a un moment, tu n'as juste plus le choix, tu vois. T'as un moment, tu peux pas. Quand tu passes ces étapes de vie où... Et tu peux ne pas en avoir envie, hein, mais tu passes ces étapes de vie, je trouve que ça t'oblige à te recentrer aussi. Ça veut pas dire que tu t'intéresses plus au boulot, ça veut dire que tu optimises vraiment le temps que tu as au boulot. Mhm. Et moi, pour le coup, ça a été life-changing d'avoir des enfants. Non pas parce que ça m'a détourné du travail, au contraire, je suis 3 fois plus efficace parce que je sais que j'ai pas toute la journée et toute la nuit à y consacrer. Je sais aussi qu'il faut que ça ramène de l'argent, ce que je fais, parce que bah, il y a des crèches à payer et puis les frais sont plus les mêmes. Et je trouve que ça m'a mis dans un truc où il n'y a plus le choix, en fait, d'être efficace et écologique avec soi-même, tu vois. C'est joli ça. C'était la question justement que je voulais te poser. Du coup, tu m'as offert une transition, tu m'as attendu en plateau, mais au moment où j'ai voulu le saisir, tu l'as retiré vers toi comme ça. C'était ça, c'était qu'est-ce que la maternité a changé dans ta vision du travail, voilà, et quelle est la flow post-maternité dans sa globalité versus de comment tu étais avant, qu'est-ce que ça a changé chez toi, et pas seulement d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, mais à ce croisement entre les deux, parce qu'en fait, on est indépendant. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est très difficile de dissocier moi, Ken privé, de Ken professionnel. Enfin, tu vois, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas chez pas mal de gens. Voilà, c'est quoi qui a changé entre le avant et le après pour toi? Il y a énormément de choses qui ont changé. La maternité m'a poussée, bah, comme je te disais, à me poser beaucoup de questions, à travailler sur moi et sur ce qui était important pour moi, sur ce qui me rechargeait. Euh, Par rapport au boulot, bah, effectivement, ça m'a obligée à comprendre qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui devait être efficace, qu'est-ce qui ne devait pas être aussi, Mhm, qu'est-ce qui était inutile. Tu vois, je te parlais des débuts de Find, et puis tu l'as suivi parce qu'on se connaît depuis le tout début. J'ai fait énormément de choses, des podcasts, des webinaires, des événements, rencontré plein de gens et tout. C'était super chouette, mais ça m'a pas ramené un franc. Et aujourd'hui, bah, j'ai été obligée finalement d'arrêter ça parce que ça me bouffait et puis ça bouffait ma vie de famille aussi. Je dirais que la maternité m'a aidée à faire le tri un peu dans tout ça, mhm, dans tout ce qui était, dans tout ce que je faisais. Faire le tri aussi dans pourquoi je faisais les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je faisais par loyauté.
d'autres que je faisais par recherche de confiance en moi, d'autres que je faisais par, ouais, je sais pas, par obligation, entre guillemets, ou que je sentais qu'il fallait faire. Et le fait de faire le boulot sur moi, ça m'a permis de, de me recentrer et de m'orienter aussi sur ce qui était utile pour mes clients et pour mon équipe. Mhm. J'ai l'impression que je suis devenue un peu la daronne de mon équipe aussi, tu vois. Genre, je suis beaucoup plus, je suis beaucoup plus dans l'empathie par rapport à eux et à ce qu'ils vivent. Et le fait d'avoir fait le boulot sur moi, j'essaye vraiment de les encourager à prendre soin d'eux aussi parce que je sais que c'est ça la clé de la longévité. Avant, je pense que j'attendais plus un engagement sans faille de la part de tout le monde. Et aujourd'hui, je passe énormément de temps à m'inquiéter de comment ils vivent leur job et de comment je peux les faire évoluer pour que ça fonctionne pour eux aussi. Une maman, quoi. Daron. Une daronne. Mais au final, je pense que c'est pertinent. Alors, je veux pas te lancer des fleurs, hein, parce que bon, voilà quoi. Mais je pense que c'est pertinent parce qu'au final, enfin, je veux dire, si tu as si t'as un staff qui est éclaté parce que dans le privé, ça va pas, et puis que, en fait, ça le stress d'arriver au job parce qu'il sent qu'il va être face à de l'incompréhension due à sa situation personnelle où au final, il y peut pas grand-chose, bah toi, tu arrives et puis le simple fait qu'il puisse savoir que ta porte, elle est ouverte pour en parler et que tu vas, au pire, déjà simplement l'entendre et puis au mieux essayer d'un peu arranger les trucs pour que ça aille dans son sens, bah, c'est un coup de stress en moins et du cortisol en moins. Et donc, c'est de toute façon, je trouve que c'est de toute façon bien. Et moi, j'aime bien ce propos parce que, tu vois, il y a, et de nouveau, hein, je veux pas mettre la faute sur les réseaux sociaux parce qu'au final, c'est une base sur laquelle les gens amènent du contenu. Donc, c'est la responsabilité des gens qui amènent ce contenu-là. Mais pour moi, on a un message de tout doit être très rapide, de tout doit aller très vite, de ci, de ça, qui met, je trouve, beaucoup de pression sur les épaules des gens qui démarrent, tu vois. Viens, moi j'ai été capable de faire 30 000 euros en 3 mois, et ça veut dire que si toi, au bout de 3 mois, t'en as fait que 2 000, t'es quoi? T'es en dessous d'une sous-merde, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est pas juste, les choses, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, c'est du travail c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond. Et parce que c'est un travail de fond, où de temps en temps, il faut mettre des coups de bourre, et si on fait le parallèle avec l'entraînement, bah, c'est de temps en temps, tu te mets de la haute intensité, mais parce que c'est de la haute intensité, tu ne peux pas tenir le rythme Mhm. indéfiniment. Et la condition physique, comme le business, ça ne se construit pas en 3 mois. Ça prend plusieurs années. Non, mais pour tenir ça, tu vois, bah, faut être sûr que tu es dans ton élément, quoi, dans ce qui Mhm, te convient, parce que sinon tu tiens pas. Et en fait, c'est tout à fait OK de pas être entrepreneur pendant 10 ans si ça te convient pas. Euh, Simplement, une fois, si tu le fais parce que tu penses que ça te convient, bah, faut être en phase avec toi, mais d'autant plus avec aussi tes clients et ton équipe. Après, c'est encore différent quand tu es entrepreneur indépendant, que tu bosses tout seul, que quand tu as une équipe comme moi, où maintenant on est plus de 20 tu vois, dans l'équipe. C'est vrai que ça, c'est différent. Le taf et la façon dont tu te lèves le matin. Moi, je me lève le matin avec la responsabilité de payer une vingtaine de salaires, tu vois, donc mhm, c'est pas la même. C'est pas la même que quand tu dois gérer ton salaire à toi. Même si mon salaire à moi, il est aussi important, la priorité, et ça s'est justifié aussi bah, pendant Covid, notamment en 2020, où on a dû fermer la salle pendant presque un an. Ah là, tu te dis, putain, j'ai 20 personnes qui dépendent de ça. Alors, il y a ceux dont le chômage va être payé, et puis il y a tous les indépendants qui vont plus pouvoir assurer leurs cours. mhm, Et je trouve que la responsabilité, elle est différente. mhm. Mais pour revenir sur ce qu'on disait avant, sur comment on s'occupe des gens qui travaillent avec nous, de toute façon, les gens sous stress, ils sont pas bons, hein. Enfin, tu vois, personne n'est bon sous stress. Pourtant, il y a plein de chefs qui mettent beaucoup de stress, tu vois, en mode micromanagement. Mm. Alors bon, moi, j'ai que un collaborateur. Donc ça va, tu vois, je m'en sors pas trop mal. Je bosse qu'avec Jimmy, mais et ça, c'était un truc, tu vois, dès le départ, je lui ai dit, j'ai dit, si je veux bosser avec quelqu'un, c'est pas pour être
faut pas que ça me rajoute du travail ou que le travail que je fais pas, ce soit du travail de supervision et au final, du coup, je peux pas faire autre chose parce que finalement, je Tu suis dois tout toujours en vérifier. train de Ouais. chapeauter ça. Et moi, je lui ai dit, j'ai dit, moi, le but, c'est que le travail il soit fait. Voici plus ou moins à quoi j'aimerais que ça ressemble, même si je suis tout à fait ouvert à la modification et à la suggestion. Après, comment est-ce que tu y arrives? Dans quel délai? Comment est-ce que tu t'arranges? Tu veux bosser entre 2 heures et 4 heures du matin? Bah vas-y. Le seul truc que tu pourras pas faire, c'est communiquer avec moi parce que je dors. Mais non, mais objectivement. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que maintenant, bah, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble. On a quand même bien pris le rythme de l'un et de l'autre. Et de temps en temps, il m'écrit, puis je lui demande un truc pendant l'après-midi, puis il me fait, ouais, je te l'envoie vers 21h30, 22 heures, mais tu seras très certainement en train de dormir. Et parce qu'il le sait. Et en fait, moi, je lui fais le feedback à 5 heures du matin quand lui dort encore. Mm. Euh, mais au final, voilà. Et je trouve que vraiment ce truc du stress, bah non, personne n'est efficace sous stress. Pourtant, ça n'empêche pas certains de mettre du stress en mode micromanagement sur leur staff. Ce qui est Ouais, dommage. mais après, ça fait des boîtes avec pas mal de turnover. Mais je suis aussi tout à fait consciente que ce type de management, il prend du temps, hein. Mhm, Il prend du temps et de l'énergie. Et du coup, ça marche, je pense, que dans les petites structures. mhm, Dans des grosses structures où tu as d'autres contraintes et où tu as des énormes équipes à gérer, soit ça demande pas mal de systèmes mis en place pour vraiment prendre soin des salariés. Et il y en a, on en connaît des grosses boîtes avec des centaines de salariés qui du coup font vraiment... Tu as une belle culture de boîte. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il y a aussi plus de règles à tenir, plus de gens à gérer et tout. Et il faut qu'il y ait une vraie volonté de l'entreprise de prendre soin de ses équipes. mhm, C'est pas évident. C'est plus facile quand c'est une petite structure et aussi quand les rôles sont bien répartis. Moi, je peux faire ça maintenant parce que bah, j'ai un associé, un manager, une manager pour le studio yoga, tu vois, qui coordonne tout le reste. mhm, Je suis sortie de l'opérationnel. Et ça, c'était un gros boulot, déjà, de sortir de l'opérationnel pour pouvoir avoir ce recul qui me permette d'être complètement disponible mhm, pour avoir la vision sur comment chacun pourrait évoluer, cette vision globale un peu du Tetris, tu vois, de l'équipe, pour voir un peu comment mhm. ça peut s'améliorer. Quand j'étais à la place de Mathieu, mon associé, que je dirigeais tout, laisse tomber, je pouvais pas du tout avoir cette vision-là. Oui, puis c'est encore un autre job en fait. C'est encore un autre job, ouais, c'est ça. Mais pour revenir là-dessus, je pense que la maternité m'a obligée aussi à prendre ce recul, à dire bah, je peux pas tout faire. Tu vois, bah, je peux plus valider toutes les newsletters tous les mois. Et ça, Emma, elle le sait. Tu vois, elle me dit non, mais là, t'es en congé mat, je t'envoie pas les newsletters à valider. Bon, bah, et puis Ok. tant mieux, tu vois. Ouais, ils le savent aussi. Ouais. Ça demande un Euh, lâcher prise aussi. est-ce que tu penses que euh, il y a la réponse dans la question, mais c'est un avantage ou un désavantage d'être indépendant quand t'es parent? Les deux. Encore une fois, ça dépend comment toi tu le vis. Tu vois, j'ai ma meilleure amie, elle était naturopathe indépendante quand elle a eu sa fille. Et je sais que pour elle, ça a été assez dur. Genre 2, 3 mois, quelques mois après, quand il a été question de reprendre, assez vite, elle a cherché un taf. Mhm, Parce ça allait pas. Ça lui convenait pas, ce fait que le boulot s'arrête jamais. Elle avait besoin, elle, d'être au boulot avec un salaire, des horaires qui s'arrêtent à une certaine heure. Et puis après, c'était fini, tu vois. Donc ça dépend comment t'es fait et comment se passe ta vie. Je trouve que, encore une fois, c'est très personnel. mhm, Moi, je préfère parce que quand je vois bah, tous les imprévus que t'as avec des enfants, si je devais à chaque fois justifier à mon patron, ce serait un stress incroyable. Si je pouvais pas choisir mes horaires, c'est un stress incroyable. Mais, euh, mais d'un autre côté, parfois je peste aussi parce que on est deux à la maison, dont un salarié et un indépendant, et du coup, bah quand il y a des imprévus, c'est quand même souvent moi qui m'y colle, parce que c'est mon planning qui peut bouger. mhm, Mais ouais, il y a du bon et du moins bon dans les deux situations. Je pense que c'est à chacun de faire le point aussi sur sa situation familiale. mhm. Je vois bien le truc. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Flo? Prenez soin de vous. Oh la daronne! Oh là là! Alors, mangez bien vos légumes, allez vous coucher tôt, n'oubliez pas de vous brosser les dents, et puis on met pas de chaussettes trouées, hein? Ok? Non mais oh, 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 Ouais, oh.
Mais Lol. moi, j'aime ce que tu as dit avant, savoir ce qui te régénère. Et en fait, savoir qui on est. On a fait en formation avec Flora, on a fait un exercice sur l'identité, savoir pourquoi est-ce qu'on voulait faire cette formation. Donc, Flora et moi, on est en formation de formateur d'adultes. On apprend à former d'autres adultes. Et puis, on a fait un exercice sur l'identité. Qu'est-ce qui faisait qu'on se retrouvait ici à vouloir faire cette formation d'adulte? Et pour certains, c'est très clair, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que euh, avant tout, quand on veut démarrer dans l'entrepreneuriat, plutôt que de se dire, ah tiens, c'est quoi ma spécialité dans le domaine du coaching, on devrait, avant ça, apprendre à mieux se connaître et à savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire ça et qu'est-ce qui nous donne cet élan de motivation à vouloir être indépendant, parce qu'au final, c'est la base pour après construire tout le reste. Ouais, mais tu vois, je peux rajouter, il faut faire le taf en fait. Il faut faire le taf de creuser justement qui t'es, pourquoi t'es là. Et juste dire je suis là pour aider les gens, ça suffit pas. Et d'ailleurs, cet exercice de raconter un événement qui fait que tu es là, ici et maintenant, sur l'identité, je l'ai fait faire à nos coachs dans notre formation de coach sportif qu'on a ouvert avec Find à la salle. Euh, et je pense que dans tous les futurs coachs qui étaient là, il n'y en a pas un ou une qui s'était dit que ce qu'ils allaient dire ce jour-là, ça allait leur servir pour leur positionnement de coach. Parce que probablement qu'ils étaient dans tous ces trucs de marketing, cible ton client, machin, mais tous ces trucs qui parlent pas de manière authentique. On te dit, fais ton persona, ta carte d'identité client, et puis tout le monde se met à remplir des trucs, Josette, 55 ans, perte de poids, tu vois. Mais en fait, quand tu leur demandes vraiment, euh, raconte un événement qui fait que tu es ici et maintenant, tu te connectes à l'authenticité de chacun, à l'identité de chacun, et juste après, on a enchaîné sur du coup le travail sur ton identité de coach et ton positionnement et ton marketing, etc. Et du coup, c'était super fluide, quoi. Et ils avaient tous plein de choses à dire parce qu'ils avaient fait ce travail de réflexion en amont. Mhm. Et je trouve que c'est super puissant. Euh, et ça permet juste d'être dans le vrai. Je trouve qu'on Ouais, raconte, on comprendre. raconte beaucoup de merde un peu partout. Et puis surtout, on reste beaucoup en surface, tu vois. Ouais. Les discussions, c'est quand même souvent être entrepreneur, c'est ci, c'est ça, être coach, c'est ci, c'est ça. Non, en fait, il y a un moment quand tu rentres chez toi et que t'es face à ton miroir, tu vois, la vie, elle est parfois rose et parfois pas. Et ça, il faut aussi pouvoir le reconnaître et puis faire ce qu'il faut Mhm. derrière. Bien sûr, avant de pouvoir savoir comment te positionner pour aller où tu veux aller, tu as besoin d'abord de savoir d'où tu viens et qui tu es. Et ça, je trouve que c'est un truc que je redis souvent en fin de formation quand je suis en présentiel. Euh, et c'est une leçon de vie que je tire de Kung Fu Panda 2. Euh, et j'adore. J'ai J'adore. 3 leçons de vie de chaque film, mais celle-là, elle est bien. Donc, c'est la fin. Et en fait, Po est face au méchant de l'histoire qui est un pan qui se trouve avoir tué ses parents quand il était petit. Et tu sens qu'en fait, il se bat contre ses souvenirs qui reviennent mais qui lui font du mal. Et il est guidé par une sage qui est une chèvre. Mais bon, voilà, c'est Kung Fu Panda. Et qui lui dit en fait, arrête de résister. Arrête de résister. Et à un moment donné, bah voilà, il accepte d'où il vient. Et du coup, ce qui fait qu'il comprend qui il est et que ça lui permet de pouvoir bah voilà, avoir ce déblocage et de savoir où est-ce qu'il a envie d'aller, en l'occurrence péter la gueule au pain, mais ça c'est la suite du film, mais je trouve que c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, ben, pour pouvoir savoir où tu veux aller, tu es obligé d'abord de comprendre qui t'es. Et dans ce positionnement par rapport au marché, on a souvent tendance à mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux proposer comme service. Mais ce que tu vas proposer comme service et ta proposition de valeur dépendent principalement de qui tu es. Si tu sais pas qui tu es, tu peux pas faire ce travail-là. Ouais, carrément. Ouais. C'est, je ne saurais dire mieux. Et de la même manière, savoir qui sont tes clients et qui sont les gens dont tu t'occupes et les gens avec qui tu travailles, tu vois. Mhm, Moi, je retiendrai toujours, pour influencer quelqu'un, il faut savoir ce qu'il influence déjà. mhm, Donc, si tu veux avoir un impact sur quelqu'un,
que ce soit en sport, en formation ou même en business, tu veux vendre quelque chose, il faut savoir ce qui influence cette personne-là. Mhm. Comment elle s'est levée ce matin, qu'est-ce qu'elle a, tu vois? On n'arrive pas tous avec la même histoire le matin. Mm. Comment s'est passée ta matinée avant d'arriver ici? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Dans quelle prédisposition ça t'a mis, effectivement, mais Et puis t'as quelle raison. croyance, quelle croyance t'as chez toi, quelle valeur t'as chez toi, ça influence vachement de choses. De la même manière que un ou une coach, quand il démarre une session, il doit demander, ils le font pas tous, mais il doit demander est-ce que vous avez des blessures ou des choses comme ça. Bah, on devrait presque aussi demander c'est quoi votre météo ce matin, tu vois? Comment tu te sens? T'es stressé, t'es triste? Parce qu'en fait, tu fais pas la même chose. Mhm. Et de plus en... Moi, à chaque fois que j'arrive dans un lieu, si je sens qu'il n'y a pas cet espace pour juste à un moment poser les choses et se dire ok, dans quel mood on est, euh, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. On Ouais. perd en impact en fait. Donc en fait, tout ça pour dire que au centre doit se trouver l'humain, l'humain, l'humain et l'humain. Et c'est vraiment la base. Mais c'est vrai, hein, pour influencer quelqu'un, il faut d'abord savoir ce qu'il influence. Ça fait sens. Je l'ai noté là. Parce que je vais le Je ressortir t'ai vu écrire. je vais le ressortir à un moment donné. Je vais prendre une profonde inspiration, une position un peu de philosophe, et puis je vais dire, vous savez, ouais, avant de pouvoir influencer quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il influence. Et les gens vont faire, oh, waouh, mais ce mec il est trop intelligent en fait. Mais t'es Mais trop intelligent. Mais non, ça fait sens. Mais voilà, cette année 2024 a été une année, alors comme toutes les années précédentes, très très intéressante. Il s'est passé énormément de choses. Mais j'ai l'impression de finir cette année avec un peu plus de nuances et un peu plus de tranquillité d'esprit, d'avoir vraiment pris conscience. Alors c'est peut-être l'âge aussi, il y a un semblant de sagesse C'est qui ça. s'installe. Mais, euh, mais en fait, j'ai réalisé que j'avais encore plus de la moitié de ma vie devant moi. Et qu'en fait, bah, j'avais déjà fait un bon bout de chemin. C'est quand même la 11e année depuis ma reconversion. Donc ça fait quand même un bout. Et que, bah, en fait, j'avais le temps. Mais parce que j'ai réalisé ça, mais c'est un truc qu'on néglige trop souvent parce qu'en fait, il y a des graines que j'ai plantées il y a 10 ans en arrière qui commencent à germer maintenant. Et que, Mais toi, parce que tu leur as fait la place maintenant, que tu leur faisais alors pas la peut-être place que je leur avant. ai fait la place maintenant, ça c'est sûr. Mais voilà, et c'est aussi un truc pour les gens qui ont notre tranche d'âge à Flo et à moi et qui démarrent maintenant. Vous laissez pas mettre la pression par ces discours de gens qui ont la vingtaine et qui en tout cas, de ce qu'ils disent, réussissent à très très haut niveau, parce que déjà, de un, c'est eux qui le disent, on n'en sait rien, enfin, objectivement. Et puis qu'il y a aussi un truc qui est indéniable, c'est que tu peux avoir très bien réussi à 20 ans et pas encore avoir réussi à la hauteur de tes espérances à 30. Mais par contre, ça reste que tu as 10 ans d'expérience de plus. Et je trouve qu'on a trop souvent tendance à négliger cette expérience qui t'est apportée par absolument pas autre chose que simplement le temps de vie que tu accumules. Et je trouve Mm. que c'est trop souvent négligé. Et j'ai pris conscience de ça récemment. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement cool parce qu'il s'est passé plein de trucs ces 10 dernières années. Et en fait, j'ai encore plein de temps devant moi. Et de réaliser ça versus le message qu'on n'arrête pas de nous bombarder sur les réseaux sociaux de faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite, ça m'a enlevé de la pression. Et ça a été très agréable de sentir ce truc qui fait. Ouah. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coups de bourre de temps en temps. Ça ne Mm. veut pas dire que de temps en temps, je m'énerve pas. Et ça ne veut pas dire que de temps en temps, je pète pas un câble. Mais voilà, j'ai pris conscience de ça cette année et ça fait vachement du bien. Je trouve que ce qui est super libérateur, je trouve que de se connecter aux identités de manière générale, ça permet de sortir de la comparaison permanente aussi. Mhm, Et que du coup, si tu es connecté à vraiment qui tu es et à qui sont les gens avec qui tu travailles, ou qui sont tes clients, ou qui sont tes associés, ou qui sont même les gens que tu vois sur les réseaux sociaux, tu réalises que en fait, tu peux pas te comparer mhm. parce qu'on est tous différents. Et que du coup, je trouve que c'est super libérateur de se dire, bah, je prends conscience de la totalité, de la globalité de mon identité qui fait qui je suis. Donc, par principe, je peux pas me comparer sur un seul élément. Mhm. Et c'est assez libérateur. Clairement, clairement. Mais il faut faire ce travail d'introspection aussi. Et qui est pas Voilà. toujours évident. Parce qu'à un moment donné, tu te remets Pas aussi du face tout. à. T'es là, genre, voilà, c'est Non, dérangeant, non, j'aime pas trop ça. faut être bien accompagné.
Ouais. bien accompagné ou voilà, te former aussi. Et puis, faut pas non plus tomber dans les trucs, dans le développement personnel à outrance. Mais je pense qu'il y a un moment, c'est important de faire le taf. Ouais. Mm. Je suis d'accord avec toi. Faisons le taf. Apprenons à nous connaître et apprenons à savoir qui on est pour pouvoir être plus au clair sur ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire aussi, parce que on peut pas tout et ça c'est aussi un truc dont je reviens aussi un peu cette année, c'est pas tout le temps qui veut peut quoi. Il y a des fois où il y a des fois où c'est juste pas possible et en fait c'est pas grave et c'est normal. Il faut pas se mettre trop de pression non plus. Ouais, ouais, rien n'arrive par hasard et je pense que quand tu peux pas faire quelque chose, ça ouvre aussi la place pour autre chose, Mhm. tu vois. Je voudrais pas non plus laisser entendre que bah voilà, maintenant faut être tranquille, faut rien faire, Ah etc. non Au non non contraire, non. je pense qu'on peut y aller pleine balle. Justement, quand tu es connecté à qui t'es, tu peux déplacer des montagnes, c'est Mhm. énorme. Mais il faut aussi être conscient de voilà, comment tu as évolué, qu'est-ce qui te nourrit. Et pour ça, d'ailleurs, bah, tu sais que je suis une fervente un peu des tests de personnalité pour se connaître et que je travaille avec les tests DISC dans mon équipe. Mais récemment, j'ai découvert les tests qui s'appellent ProcessCom, donc qui ont été développés par un chercheur qui a été embauché par la NASA Mhm. pour, pour permettre de faire, comment dire, de bien matcher les astronautes qui vont passer des mois et des mois enfermés dans une capsule ensemble. C'est mieux quand même, hein. Et- ouais, c'est mieux. Mhm. Et c'est des tests qui, pour le coup, au lieu d'être une photo de, à l'instant T, comment t'es, ça fait ressortir un petit peu comment tu as évolué. Donc on Mhm. considère que bah, il y a des phases dans ta vie qui sont malheureusement souvent des phases difficiles, qui te font changer, et où du coup tu as une base de personnalité, et puis au fil de ta vie, tu vas pouvoir phaser vers changer vers un ou deux autres profils, ou plus si tu as vraiment eu d'autres aventures. Et après, dans chaque profil, bah, tu vois quels sont tes besoins psychologiques primaires, quoi, vraiment de base qui font que tu fonctionnes. Et ce test est vraiment très intéressant. Il s'appelle ProcessCom, s'il y en a que ça intéresse d'aller chercher. Donc, je vais bientôt passer à travers le test du process comme. Ouais. C'est pas Mais moi qui l'ai fait passer, pour le coup, j'ai pas la compétence, mais je peux te recommander quelqu'un qui est incroyable. avec grand plaisir quand on aura débriefé du disque Ouais, il faut qu'on le fasse. valeur motrice, c'est le deuxième test qui allait avec. Mais Ouais, et force motrice, ouais. ouais, force motrice. Mais écoute, m- merci pour tout ce que tu as dit. Euh, on pourrait continuer hein, à blablater comme ça pendant des heures avec Ouais, Flo mais on va. parce que voilà, tu mets une pièce dans la machine et puis c'est des sujets qui nous animent. Et, euh, et c'est cool parce que bah, déjà, Flo, c'est une super copine, mais en plus de ça, j'ai l'impression que on est dans une phase assez synchrone au Mm. niveau de ce développement sur quelques années. Enfin, depuis ces années qu'on se connaît. Donc ça, c'est assez agréable aussi de se retrouver parce que bah, voilà, on se sent moins seul et puis c'est aussi chouette de pouvoir partager ça. Euh, je vais terminer je vais terminer sur ça. Et tu disais par rapport au fait de se connaître, tu sais, le fameux ouais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Euh, alors en fait, bah, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous avez écouté l'épisode avec Vincent sur le sommeil. Et en fait, Vincent nous apprend un truc qui fait sens, c'est que d'un point de vue évolutif, on a tous développé un chronotype. Et basiquement, c'est les couches tard et les lève tard, et puis les couches tôt et les lève tôt. Euh, T'es soit dans une catégorie, soit dans l'autre, avec un peu de variation, hein, évidemment. Mais en gros, soit t'es biologiquement fait pour veiller tard et du coup te réveiller un peu plus tard, soit t'es biologiquement fait, comme c'est le cas de ma pomme, pour te coucher tôt et du coup te réveiller plus tôt. Et en fait, d'un point de vue évolutif, ça fait sens parce que dans une tribu, bah, ceux qui veillent un peu plus tard veillent sur ceux qui se sont couchés plus tôt et ceux qui se lèvent plus tôt veillent sur ceux qui se sont couchés plus tard et du coup qui dorment plus longtemps. Et en fait, j'adore ça parce que ça revient sur bah, essayer de comprendre comment tu fonctionnes et essayer de caler ta mécanique de vie le plus près possible de comment tu fonctionnes. Et au final, le concept de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, il est complètement bullshit. L'avenir appartient à ceux qui se sortent les pouces d'un endroit qui voit quasiment jamais la lumière du jour et qui en font quelque chose. C'est ça. Voilà. C'était une belle fin, ça. C'est une belle Je fin, hein. pense, ouais, je pense qu'on peut finir le podcast là-dessus. Je pense qu'on peut finir le Très podcast là. beau. Chères auditrices, chers auditeurs,
Merci beaucoup pour votre écoute, hein. Si c'était votre premier podcast, bah, re-bienvenue. Si ce n'est pas le cas, merci pour votre fidélité. Cœur avec les doigts. Flo, merci pour ton temps. Merci de nous avoir ouvert une partie un peu plus intime de ta vie et puis de ton vécu. C'était très chouette et merci pour la confiance que tu me témoignes pour faire ça dans mon podcast. C'est très chou de ta part. Et je te dis à tout bientôt. À très vite. Cœur Allez, avec les doigts. cœur avec les doigts. Ciao tout le monde! Ciao.